Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vous propose la mise à jour du screener value pour l'Espagne. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on passe en revue les paramètres de ce screener. Alors, les industries dans lesquelles on va aller chercher des entreprises, on prend donc une bonne part des industries existantes, donc c'est des industries au sens de S&P Global Market Intelligence. J'enlève tout ce qui est finance, j'enlève tout ce qui est rate, j'enlève l'automobile, j'enlève du coup banque, assurance, les biotech et les laboratoires pharmaceutiques. C'est mon choix personnel, mais vous pouvez tout à fait faire cette recherche en incluant tous les secteurs. Ensuite, je sélectionne l'Espagne comme pays de négociation de l'action et Espagne comme pays d'origine de l'entreprise, comme pays où l'entreprise a son siège social, puisque vous avez des entreprises qui sont cotées en Espagne, mais qui ne sont pas espagnoles. Par exemple, Petrobras a une cotation en Espagne. Ensuite, nos critères value, on se met sur des minimum small cap, pas en dessous, pas de micro cap ni de nano cap. On est sur quand même en dessous de 200 millions, on va être sur des entreprises qui sont pas très liquides, avec une information qui est vraiment parcellaire, partielle on va dire, et en plus en langue espagnole, donc s'il y a de la communication, donc voilà, on préférera quand même avoir un minimum de garantie en filtrant des entreprises qui ont des grosses PME déjà, on va dire. Ensuite, notre critère de solidité du bilan, 3 fois la dette nette sur EBITDA pour une entreprise industrielle, c'est-à-dire une non financière ou une entreprise qui n'opère pas dans le secteur des utilities ou qui n'opère pas dans le secteur des rates, eh bien 3 fois la dette nette sur EBITDA, c'est un ratio qui se retrouve généralement dans les covenants bancaires, c'est-à-dire ce que les banques sont prêtes à autoriser comme endettement pour leurs clients. Ensuite, la valeur d'entreprise sur EBITDA, notre critère de cherté, on prend la valeur d'entreprise, comme ça permet d'inclure la dette s'il y en a, et puis en plus ça permet de comparer toutes les industries entre elles en fait en cette métrique, sans tenir compte en fait de la politique de dépréciation amortissement. Donc on se met à 7 fois, 7 fois c'est ma zone value, c'est un critère personnel, mais vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre plus, à voir. Si on se mettait en price earning, on mettrait en dessous de 10, et pareil en price to cash flow. Mais je préfère l'entreprise sur EBITDA, ce qui permet de comparer toutes les industries. On se met une rentabilité opérationnelle qui est matérialisée ici par un rendement des capitaux investis à 7%. Alors si on avait été aux États-Unis, j'aurais mis 10%, mais en Europe, 7%, c'est quand même pas mal, parce qu'il faut rappeler que dans le ROIC, dans la formule, au numérateur, on a les profits opérationnels après les taxes. Et les taxes sont plus élevées en Europe qu'aux États-Unis, c'est pour ça qu'on peut s'autoriser un rendement de capitaux investis qui est un peu plus bas que dans d'autres régions du monde. Voilà, on y va. Donc on va enlever le prix comme d'habitude qui nous sert à rien. Hop, voilà. On a donc 7 entreprises qui correspondent à ces critères. On va passer en revue les différentes colonnes comme d'habitude. Donc vous avez ici le symbole de cotation de l'entreprise, le nom de cette entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, on l'a pas en euros ici, mais bon, c'est pas très différent. La croissance de l'entreprise en rythme annualisé sur 5 ans, croissance du chiffre d'affaires bien entendu, 3 métriques de valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA, le price earning, le price to cash flow. Je vous laisse ici price to book et price to tangible book value, mais bon ça c'est plutôt pour les financières ou c'est plutôt pour les, on va dire les entreprises deep value, où on a une décote sur actifs tangibles, par exemple décote sur les stocks. La rentabilité opérationnelle, un rendement des capitaux investis, il y a la rentabilité, le rendement des fonds propres, mais ça c'est plutôt pour les financières, donc ici on va pas en tenir compte, l'endettement de la société, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire, ça inclut les éventuels rachats d'actions ou les éventuelles dilutions du dossier, si le management émet des actions ou pas. Les free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier que le payout ratio est bien stylé, c'est-à-dire que on calcule un payout ratio à partir du bénéfice net, mais on les paye avec les free cash flow. Donc en fait, ce qui compte vraiment, c'est plutôt les free cash flow pour mesurer le payout ratio. Alors, le premier dossier de cette liste, on a Ebro Foods. Alors ça, je connaissais pas. Hop, je suis allé chercher ici. C'est une société qui est leader dans la transformation alimentaire, grand négociant de riz au monde et le deuxième plus grand producteur de pâtes. Très bien, donc on est sur l'alimentaire ici. Donc une market cap de 2 milliards 780 millions, presque 3 milliards de dollars US, donc c'est pas mal, une grosse cap, enfin une grosse mid cap, 4,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc une croissance plutôt moyenne. On a une valeur d'entreprise sur EBITDA qui est pile à 7, donc qui est sur notre zone value,
avec un price earning et un price free cash flow à 12,9 et 19 respectivement. Donc on est quand même en dehors de la zone value pour le price earning, c'est un peu cher on va dire. Les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc ça il faudrait vérifier pourquoi. Est-ce que c'est à cause de dépenses en capital ponctuellement élevées? Ça peut être ça. Ça peut être aussi une variation défavorable du BFR qui impacte les cash flows opérationnels. Donc là il faut aller voir. On a un rendement des capitaux investis qui est plutôt correct à 8,6%. Un peu de dette mais rien de bien lourd. Et il y a un petit dividende sympathique à 3,95% avec un rendement d'actionnaire à 4,6%, donc il y a en plus des rachats d'actions sur cette société. Le payout ratio, à mon avis, il a 60% ici. Déjà, c'est élevé en termes de bénéfices nets, mais en plus, en free cash flow, on est au-delà. Donc, attention sur cette sécurité du dividende. Il faudra vérifier sur plusieurs exercices comment ça se passe par rapport au free cash flow. Dommage, ce genre de dossier peut être intéressant, hein, ça peut être comme du LDC en France, mais on est sur des multiples qui sont légèrement élevés pour rentrer vraiment dans notre sélection value. Ensuite, on est sur Gestamp Automotion. Alors, est-ce que j'ai bien fait de la laisser? Je suis pas sûr. J'aurais dû l'enlever de cette sélection, puisque si on enlève les constructeurs auto, il faut aussi enlever les équipementiers auto qui souffrent encore plus que les constructeurs auto. Mais bon, vu qu'elle est là, on va l'analyser. Donc, Gestamp Automotion, c'est en fait un sous-traitant des constructeurs auto, et c'est un équipementier automobile. On est sur une market cap de 1,6 milliard sur 5,8% du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On est complètement value sur les multiples, 3,8 en valeur d'entreprise sur l'IDA, 8,2 en price earning, 6,8 en price free cash flow, décote sur actifs tangibles. Donc voilà, il y a quand même une bonne décote. Rendement des capitaux investis à 7,2%, donc ça c'est pas mal, mais attention, il y a un peu de dette, 2,2 fois la dette nette sur EBITDA, ça se rapproche un peu de notre limite à 3, donc à vérifier, à suivre en fait, voir quelle est la trajectoire de cette dette, est-ce qu'elle continue à monter ou est-ce que le management entend la faire baisser. Un dividende à 4,85%, le rendement, avec un rendement actionnaire à 9%, donc très bon rendement actionnaire, un payout ratio à 67%, mais free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc on a quand même les moyens de payer cette rémunération d'actionnaire à ce niveau. Bon. Voilà, ça c'est un dilemme, Gestamp Automotion, mais vous avez un peu les mêmes genres de dossiers en France. Est-ce que il faut aller sur les équipementiers? Ça me semble un peu compliqué, vu qu'on est en bas de cycle assez violent, surtout que c'est un bas de cycle qui est dû à la concurrence chinoise qui est pas prête de disparaître, et à la réglementation européenne qui veut supprimer les moteurs thermiques. Donc je ne connais pas assez bien la filière pour savoir quel est l'impact sur les équipementiers, mais j'imagine qu'il y en a un. Donc d'un point de vue purement value quantitatif, on pourrait s'y intéresser, mais si on pousse l'analyse fondamentale, à mon avis, c'est trop risqué. Donc moi, je serais plutôt à l'écart de ce dossier. Ensuite, on est sur CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. On est sur c'est un sous-traitant en fait des constructeurs c'est un constructeur de wagons en fait pour les trains. On est sur un dossier qui est dans le fonds Europe d'indépendance AM, si je me trompe pas. On est sur 1,5 milliard. D'ailleurs, je crois que je vous mets la fiche ici. Voilà, donc ils produisent du matériel ferroviaire, tout simplement. On est sur 1,5 milliard de market cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc à vérifier si c'est organique ou s'il y a aussi la croissance externe, c'est possible qu'il y ait la croissance externe, parce que je pense pas qu'en organique on soit sur ce niveau-là, pour tout ce qui est construction de ferroviaire. Je pense pas qu'Alstom, par exemple, a ces croissances-là en organique. On a une valeur d'entreprise sur EBITDA de 6,2, un price earning à 14 et un price free cash flow à 14,7. Voilà, bon, c'est un peu cher. Ça commence à être un peu cher à ce niveau-là. On est en dehors de notre zone value. La zone value, c'est en dessous de 7 en valeur d'entreprise sur EBITDA et en dessous de 10 en price earning ou en price free cash flow. On a 11,8 en rendement des capitaux investis, donc ça c'est tout à fait correct, c'est plutôt bon même. Une dette nette sur EBITDA à 0,9, donc il n'y a pas trop de dette sur le dossier, pas trop de risque à ce niveau-là. Un rendement du dividende à 3,3% avec un rendement actionnaire à 2,6%, donc il y a un peu de dilution, c'est un peu dommage. Free cash flow équivalent au bénéfice net, donc le payout ratio est à ce niveau-là. Avec ce payout ratio, on pourrait soit augmenter le dividende, soit neutraliser la dilution, à minima sur ce dossier. Donc ça c'est le seul bémol que je trouve. Il y a un autre bémol, c'est que la valorisation commence à être un peu élevée. Voilà. Je pense pas que William Higgins dans son fonds Europe renforce à ce niveau-là. Je pense que même il doit commencer à alléger à ce niveau-là, je pense. Alors, Prosegur Cash. On est sur, comme vous pouvez le voir ici, sur ce qui est paiement, et je crois que leur activité historique, c'est le transport de fonds. C'est très marrant, ce genre de petite activité de niche, où il faut vraiment être spécialisé. Je sais pas quels sont les risques, toutefois, il doit y avoir un risque supplémentaire sur ce genre de dossier à cause du banditisme.
mais on est sur une market cap de 1,1 milliard, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 3,05%, donc on est sur une activité qui est mature, qui a peu de croissance, à mon avis c'est que de la croissance organique, valeur d'entreprise sur EBITDA de 5, donc ça c'est pas très cher, un price free cash flow à 5,5, donc là, attention, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc il vaut mieux prendre les free cash flow pour valoriser l'entreprise, on est tout à fait value sur ce dossier, et ça m'étonne pas que les free cash flow soient plus élevés que les bénéfices nets, quand on voit l'activité, transport de cash, c'est quand même très mature, il n'y a pas beaucoup de croissance, donc l'entreprise génère des cash flows en excès par rapport à ses bénéfices nets, donc voilà, la valorisation est quand même pas très élevée, hein, donc c'est pas cher payé, avec un rendement de capital investi à 10,85%, donc c'est tout à fait correct hein, comme rendement, une dette nette sur EBITDA de 1,1, donc il n'y a pas beaucoup de dettes au bilan de ce dossier, ça reste très soutenable, un dividende à 5,91%, légère dilution, mais bon, rien de très grave non plus, avec un payout ratio à 66%, sauf qu'on a 2 fois les free cash flow en bénéfice net, donc le payout ratio il est plutôt à 35%, donc cette rémunération d'actionnaire est tout à fait soutenable. Donc ça c'est un petit dossier assez marrant à aller creuser, en tout cas quantitativement c'est intéressant. Michael Icostas, alors on est sur un fabricant de papier spécialisé, donc pour le tabac, pour produits industriels, pour l'industrie graphique, aussi les filtres à thé, les papiers pour les sachets de thé, etc. Donc pareil, on est sur un petit marché de niche, on aime bien ça, hein, parce que sur les niches, l'avantage c'est que on est facilement leader, on n'a pas un gros qui va venir rentrer et péter les marges, parce que c'est pas forcément très intéressant pour un gros, vu que les marges sont potentiellement faibles et qu'il y a quand même un leader qui est établi. Donc c'est toujours intéressant ce genre de dossier. Hein. 538 millions de dollars US de market cap, 3,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Je pense que ça n'inclut que de la croissance organique à vérifier, mais à ce niveau-là, ça m'étonnerait pas. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 6,7, un price earning de 10,7. Dommage, on sort de la zone value. On n'est pas si loin, mais c'est un peu cher par rapport à ces multiples. On a vraiment des capitaux investis à 10,3. Donc c'est tout à fait correct. Cash net au bilan, en tout cas zéro dette, donc ça c'est très bien. On est à 3,5% de rendement du dividende et 4,4% en rendement d'actionnaire, donc il y a des rachats d'actions sur ce dossier, avec une rémunération de l'actionnaire qui est complètement soutenable à ce niveau, donc on est plutôt à 45%, 45-50% en payout ratio, mais ça reste tout à fait soutenable à ce niveau-là, donc bon petit dossier intéressant, c'est légèrement cher, mais bon, allez, si vous mettez une petite marge de tolérance sur une multiple, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ensuite, Promotora de Informaciones, on est sur, alors l'entreprise elle s'appelle Prisa, donc on est sur un conglomérat médiatique, donc ils font du contenu informatique, culturel, éducatif, radio, télévision, presse écrite, etc. Donc pareil, secteur mature, 478 millions de dollars de market cap, décroissance à noter sur 5 ans en rythme annualisé, c'est normal, le secteur est très mature, donc ça, en général, il faut voir si ça s'améliore sur les années récentes, il vaut mieux éviter un dossier qui est structurellement en décroissance, parce qu'on a beaucoup de mal à maintenir les marges, un dossier, une boîte qui est en décroissance, ce qu'elle va essayer de faire c'est de monter les prix, c'est la seule solution pour essayer de maintenir à peu près les marges, mais est-ce qu'elle a assez pricing power pour pouvoir le faire? Donc on rentre ensuite dans des logiques malthusiennes où il faut licencier, etc. Donc bon, sur la décroissance, vérifiez s'il y a de la croissance qui revient sur les dernières années. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on a 6,8, en price to cash flow on a 4, donc on est sur des multiples qui sont vraiment pas cher payés. Un rendement des capitaux investis à 15,7, donc c'est très rentable. C'est normal, hein, à mon avis, on n'investit plus beaucoup dans le dossier. Par contre, il y a un peu de dette pour une société en décroissance, ça c'est pas très bon. Hein. 2,2 fois la dette nette sur EBITDA. Il n'y a pas de dividende qui est versé et attention, on fait des pertes. Donc ce dossier-là, j'aurais dû l'exclure dans mes filtres parce que on n'investit pas dans les sociétés qui font des pertes, mais attention qu'il y a les free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets. Est-ce que c'est structurel? Dans ce cas-là, en fait, elle fait pas vraiment des pertes. À vérifier, à creuser de plus près. Bon, je pense qu'il vaut mieux, à la rigueur, le mettre à l'écart ce dossier. Ensuite, on est sur Ampère. Alors Ampère, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ils sont spécialisés dans les radiocommunications, télécommunications. Ils travaillent pour, c'est un sous-traitant en fait des entreprises télécom. Voilà. Donc on est sur un secteur, c'est un secteur qui est en croissance. Hein. En tout cas, l'entreprise a une bonne croissance. Hein. Elle a 234 millions de dollars US de market cap, 18% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc forte croissance. Donc qu'est-ce que ça inclut? Est-ce que c'est de la croissance externe ou organique? À vérifier. On a une valeur d'entreprise sur EBITDA qui a 5,2, et on a un price earning à 57,5. Donc, que se passe-t-il sur ce dossier? En fait, c'est un dossier qui est tout juste rentable.
mais opérationnellement, il y a une forte rentabilité. Donc peut-être qu'elle passe d'énormes dépréciations pour avoir un résultat net qui est aussi bas. Donc il faut pas forcément directement mettre le dossier à l'écart. Il faut aller vérifier qu'est-ce qui se passe dans le compte de résultat. Pourquoi est-ce que quand on passe de la ligne EBITDA à la ligne bénéfice net, résultat net, pourquoi est-ce qu'on a une forte déperdition? Si c'est de la dépréciation amortissement, c'est pas très grave. Attention, toutefois, les free cash flow sont négatifs, c'est-à-dire qu'on continue à avoir des dépenses en capital élevé. Donc ça, pareil. Est-ce que c'est structurel ou conjoncturel? Donc là, j'ai plutôt l'impression qu'on a affaire à une petite boîte qui est en train de franchir son seuil de rentabilité. Ça, c'est intéressant. Hein. C'est pas à exclure, même d'un point de vue value, hein, puisque là, on peut se fier on peut regarder quand même la valeur d'entreprise sur le EBITDA, surtout qu'on n'a pas beaucoup de dettes. On a vraiment des capitaux investis qui est à 27,7, donc on est très rentable, on vient de franchir le seuil de rentabilité, donc en quelques exercices, en quelques publications, on va pouvoir faire baisser très fortement le multiple de price earning et aller générer des free cash flow, à mon avis. Donc un bon petit dossier à aller analyser, hein, Ampère, à noter. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder dans cette liste? Alors, si vous voulez, donc en fait, il n'y a pas beaucoup de dossiers purement value d'un point de vue quantitatif, il y a Gestamp Automation, mais le secteur est quand même compliqué, donc je le mettrai à l'écart. Les autres sont... Alors les autres, il y a Prosegur Cash, je pense, d'un point de vue quantitatif, qui est tout à fait intéressant, qui est sur une petite niche sympathique, et on pourrait s'autoriser Michael Costas, qui est pas si cher que ça non plus, même si on est légèrement au-dessus en price earning, mais bon, ça reste, en valeur d'entreprise solida, ça reste pas très cher. En plus, vous avez un petit dividende et des rachats d'actions, et vous êtes cash net. Donc deux petits dossiers vraiment value pour moi, Prosegur et Michael Costas. Et après, Ampère, ça va être plutôt dans quelques exercices qu'on va se rendre compte que en fait c'est value, puisque le multiple va à mon avis, s'il continue sur cette trajectoire, le multiple va baisser. Mais donc à suivre de plus près, à mettre en watchlist et à suivre. J'espère que cette revue des entreprises value, entre guillemets, espagnoles vous a intéressé. J'espère que si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.